quelle lecture on peut faire de cette crise et est-ce qu'on l'a interprétée correctement en fait? Alors ça, malheureusement, j'en suis pas sûr. Je pense que les clés de lecture, c'est évident qu'on ne peut aborder l'inconnu qu'à partir de choses qui sont connues. Et donc, en fait, on a cherché des choses qui ressemblaient dans notre histoire collective. Et je pense que malheureusement, notre choix s'est porté vers un certain nombre de choses qui étaient assez intuitives, mais qui n'étaient pas forcément les meilleures. Et la première chose, bien entendu, le premier référentiel, je dirais, c'est le référentiel des épidémies passées. La grande peste noire au XIVe siècle qui a emporté un tiers de l'Europe, la grippe espagnole, 50 millions de morts. Et on s'est dit que finalement c'était un peu la même chose. Et c'est amusant, étonnant de voir que effectivement La peste de Camus est l'ouvrage qui s'est trouvé en rupture de stock dès les premiers jours du confinement. Mais en même temps, le problème c'est que là on a quand même un miroir un peu déformant, une espèce de loupe, et il y a une forme de disproportion. Pour le moment, cette crise, cette pandémie, elle a causé 450 000, je crois, aux alentours de 450 000 victimes, c'est énorme, mais si on compare avec le nombre de décès par cancer, 9 millions par an dans le monde, le nombre de victimes des maladies cardiovasculaires, plus de 17 millions, en fait, on ferait mieux de se protéger contre ces maladies-là que contre ce virus. Donc finalement, on se rend compte qu'on a peut-être une espèce de disproportion qui peut-être nous a amené dans certains cas à surréagir avec l'impact économique qu'on connaît. Et je pense que la difficulté là, c'est que la façon dont on réagit à une épidémie la plupart du temps, finalement, il y a une façon ancestrale, c'est l'exclusion, c'est l'ostracisation de celui qui est contagieux. C'est traiter les gens comme des pestiférés. Hein, voilà. Et en fait, le danger, c'est un peu qu'on en arrive là, ou que quelque part, ce soit un peu notre façon de fonctionner. Alors après, il y a une autre approche qui a été, je pense, celle des gouvernements. On l'a entendu quand Emmanuel Macron a pris la parole au début du confinement en France, on l'a entendu dans la bouche de Boris Johnson, c'est « nous sommes en guerre ». Mais là aussi, le problème, c'est, je pense que ça avait un bon côté parce que ça mobilisait les gens, ça les préparait à l'idée qu'il y aurait beaucoup de morts, ça les préparait à l'idée qu'on devrait mettre en place des mesures qui ne sont pas des mesures habituelles. En même temps, le principe de la guerre, c'est qu'on a un ennemi en face. Et un ennemi, il a une volonté, il fait quelque chose, il a une stratégie, et on se bat, je ne peux pas dire de façon symétrique, parce qu'il y a des guerres asymétriques, mais on se bat contre quelqu'un. Là, ce virus, on est quand même un peu allé le chercher. Et la vraie question qu'il faudra qu'on se pose collectivement dans nos organisations et dans la façon dont on les dirige, c'est qu'est-ce qui, dans nos systèmes économiques, politiques et sociaux, a permis que ça se produise, voire a favorisé l'émergence de ce risque-là, parce que tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes-là, le danger, c'est qu'en face, on ait automatiquement ou systématiquement des résurgences de la même pandémie ou d'autres pandémies ou d'autres risques similaires. Donc, je dirais que dans ce contexte-là, il y a peut-être une troisième clé de lecture qui a été celle de l'opinion publique et qui est un peu celle de la société de surveillance. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu lorsqu'il y a eu tous les débats autour de Stop Covid-19, l'application en France, mais ça a eu lieu dans beaucoup de pays européens. En fait, c'est une levée de bouclier de beaucoup d'associations et de beaucoup de particuliers en disant « on va encore nous espionner ». Et là aussi, je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas focalisé 90% du débat sur les questions de vie privée, qui sont des questions importantes, c'est un élément important de notre démocratie, mais un peu au détriment d'autres questions, par exemple, fournir un environnement sain pour les personnes âgées et sûr pour les personnes âgées, fournir un environnement de travail qui soit sécurisé, ça fait aussi partie des impératifs moraux, donc ce sont aussi des données éthiques. Et la question, une fois qu'on focalise le débat, c'est est-ce qu'on ne risque pas d'introduire un certain nombre de biais et finalement de ne pas prendre les bonnes décisions. Et face à ces différentes clés de lecture, je pense que celle qui aurait été beaucoup plus appropriée, mais qui est peut-être un peu moins intuitive, c'est une clé de lecture peut-être un peu plus, on va dire, écologique d'un côté, et puis la clé de lecture du système de santé ou de la santé. C'est-à-dire qu'en fait, la santé, ce n'est pas seulement le système de santé, ce n'est pas seulement cure, c'est des gens qui nous soignent, c'est aussi care, c'est aussi la façon dont on prend soin les uns des autres. Et peut-être que là, on va être obligé de repenser toutes nos organisations en mettant cet élément-là au cœur. Comment prend-on soin des autres? Parce que contrairement à une guerre ou à un épisode terroriste, l'ennemi, il n'est pas en face. Je suis peut-être le danger pour vous, vous êtes peut-être le danger pour moi. Et chacun doit se protéger, mais chacun doit aussi protéger l'autre et prendre soin de l'autre. Et peut-être que tous ceux qu'on va être amenés à penser dans nos organisations, ça risque de tourner un peu autour de ça. Alors justement, puisque vous parlez des organisations, dans quelle situation se retrouvent les dirigeants d'entreprise et face à quels enjeux, notamment éthiques?
Alors, je pense que les dirigeants d'entreprise en ce moment ne sont pas dans une situation très facile. On voit se multiplier les enquêtes qui disent la difficulté du retour au travail d'un certain nombre de collaborateurs. Je dis retour au travail dans les lieux de travail, mais même retour à une situation normale d'emploi, avec des freins qui sont nombreux, qui pour certains sont tout à fait légitimes. Ils ont encore des enfants à garder, des situations complexes, etc. Avec peut-être aussi une espèce d'angoisse diffuse. En fait, c'est difficile d'aller au bureau avec une vraie sérénité dans le contexte actuel. Et le dirigeant d'entreprise, il doit à la fois faire face à la nécessité de redémarrer une activité, peut-être de pivoter, ça peut être, on pourra en parler tout à l'heure sur un certain nombre de choses, parce que peut-être que les arbitrages de consommation ont changé, peut-être qu'à un moment, il y a des choix qui ont été faits pendant ce confinement et que l'entreprise va devoir les prendre en compte. Et puis, de façon très concrète, il doit mettre en œuvre les technologies qui permettent ce retour au travail et ce retour à l'activité, on va dire, sain et sans danger, dans un contexte d'entreprise qui n'est pas prévu pour ça, parce que ces décisions-là ne sont pas des décisions d'entreprise comme changer le CRM ou changer la marque des ordinateurs que vous utilisez. Là, l'employé s'y plie. Là, ça va toucher sa santé, ça va toucher ses données personnelles, ça va toucher son interaction avec les autres. Et là, en fait, ça risque de peser sur le dialogue social, il faut être très honnête, et ça risque aussi d'entamer la crédibilité des dirigeants d'entreprise qui va se trouver très fortement sollicitée, parce que les technologies, comme par exemple toutes les technologies qui permettent de sécuriser des lieux ou de faire le tracking des cas, etc., sont des technologies qui ne fonctionnent que si les gens les utilisent vraiment. Et alors justement, comment réussir à bien utiliser ces technologies, notamment dans ce contexte actuel, pour avoir un impact plutôt positif sur l'activité, et comment bien les utiliser, dans quel esprit les utiliser, pour quel usage? Alors, moi, je dirais d'abord, il y a différents types de technologies. Il y a les technologies qui sont proposées par le gouvernement, comme l'application Stop Covid-19, sur lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer, donc de contact tracing, je dirais, ou de suivi du virus. Il y a des technologies utilisant l'intelligence artificielle qui, pour le moment, commencent à émerger, mais là, on a un vaste champ à explorer qui permettent plutôt de modéliser et de voir évoluer la maladie, ce qui permet aussi éventuellement d'identifier des zones à risque, y compris dans l'entreprise, ou des zones dans lesquelles les collaborateurs peuvent être amenés à aller. Et donc, ça leur permet éventuellement d'éviter ces zones-là. Il y a tout ce qui va encadrer le comportement individuel et faire un suivi un peu personnalisé. Et là, je pense qu'il y a aussi une attention à avoir aux collaborateurs dans la façon dont il prend en compte sa propre santé. Et puis, il y a tout ce qui est contrôle des espaces, sécurisation des tours à la défense, etc., de façon à obtenir ou à essayer de créer des bulles dans lesquelles on se sentira un peu moins en situation de risque. Pour qu'elles soient vraiment efficaces, ces technologies vont devoir être adaptées et acceptées par les personnes. Et là, je pense qu'à un moment, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Parce que si on laisse à des collaborateurs ou à des clients le choix entre, par exemple, dans l'utilisation de la donnée, la vie privée, donc quelque part une forme de liberté, par exemple, de mouvement, et la sécurité, les gens vont toujours choisir la sécurité. Parce que la sécurité, c'est le premier pilier, la première base de la pyramide de Maslow. C'est instinctif. Simplement, ce choix-là ne se fera pas sans acrimonie. Et à un moment, le danger, c'est que les collaborateurs ou les clients, explicitement ou implicitement, nous reprochent à la direction un certain nombre de choix. On nous a poussé à faire ça. On l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on ne voulait pas mettre notre santé en danger. Mais à un moment, voilà, ça risque de se payer. Et donc la question, ça va être, on va dire quelque part, comment on peut susciter la confiance. Pour moi, c'est un peu l'élément clé. Et susciter la confiance, ça se fait, on va dire, de façon un peu... La confiance est forcément réciproque. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on suscite la confiance des collaborateurs et des clients, c'est-à-dire en les rassurant, et pas à bon compte, mais en étant capable de leur expliquer et de leur montrer que les bonnes décisions ont été prises, et comment, quelque part, on suscite aussi la confiance au sens où on peut faire confiance aux gens, c'est-à-dire qu'on est certain qu'ils vont utiliser ces technologies et que si on sécurise un espace, par exemple, cet espace sera réellement sécurisé. Et donc, je pense que là, c'est cette dimension de rassurer et de responsabiliser, ces deux éléments qui vont un peu comme deux faces d'une même pièce. Et je pense que cette responsabilisation, elle est clé
parce que on voit qu'on connaît tous le principe d'entropie qui fait que, par définition, si on ne touche pas un système, il se délite. Et on connaît la lassitude et on entend un certain nombre d'épidémiologistes dans le monde déjà parler d'un retrait trop rapide des gestes barrières, d'une lassitude, on ne porte plus le masque, on se serre la main, on ne fait plus tellement attention, on oublie très vite. Et je pense qu'on oublie d'autant plus que l'épisode est traumatique, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on l'a vu à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, les gens ont fait la fête pendant 3 semaines. Et je pense qu'à un moment, les gens ont besoin, parce que ce confinement, il a été très lourd psychologiquement, même pour tous les gens qui disent qu'ils l'ont bien vécu. Et en fait, les gens ont besoin de tourner une page. Et tourner la page, c'est aussi oublier tout ça, c'est enlever le masque, c'est arrêter avec tout ça. Et ça, c'est dangereux. Donc voilà, donc la question, ça va être de voir comment on met ça en place. Et c'est vrai que pour moi, l'élément clé, ça va être l'élément de la gouvernance de ces technologies. Et peut-être qu'il va falloir repenser des modèles de gouvernance et de gouvernance de ces processus.